Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Catherine Leduf. Je suis enseignante en CM2 à Strasbourg. Strasbourg, c'est un département d'Alsace dont il a été un petit peu question tout à l'heure, puisque dans mon département, on vit sous concordat et qu'il y a une heure de religion hebdomadaire à l'école publique. Voilà, je travaille aussi au Bureau national du SNUIPP pour le secteur droit et liberté. C'est le secteur qui travaille ces questions de laïcité. Et je n'y suis pas seule puisque j'y suis avec Julien qui est en ligne et qui va se présenter aussi et qui va débuter le propos. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Julien Poirier, moi aussi, donc, je travaille au Bureau national à la fois de la FSU et de la FSU SNUIPP sur les questions droit et liberté. Et parmi donc, ces questions droit et liberté, on place bien évidemment la laïcité, ce principe. Donc, au regard de ce qui a déjà pu être présenté ce matin, donc, on note que dans les établissements français à l'étranger, vous avez 5 défis à relever, quelque part. Vous avez enseigné la laïcité et surtout la faire vivre. Vous avez faire vivre la laïcité et imposer la loi de 2004 qui interdit les signes ostensibles, notamment par rapport au voile, hein, alors que ces établissements sont implantés dans des pays qui ne sont pas laïques et qui n'ont pas la même manière de concevoir ces lois qu'en France. Le troisième point, c'est de faire vivre toujours cette laïcité au quotidien avec des collègues, des personnels qui ne sont pas formés sur le sujet, voire qui ne la connaissent pas, qui ne connaissent pas ce que c'est que la laïcité. On a aussi de faire vivre la laïcité avec un public trié sur le volet, donc des familles qui payent leurs frais de scolarité, parfois très élevés, et ce qui peut justement régulièrement vous mettre en difficulté si jamais il y a contestation d'un de vos enseignements. Enfin, donc, il y a un contexte médiatico-politique français qui s'ingénie à brouiller les cartes sur le sujet de la laïcité. Je vais commencer par vous parler donc de nos mandats sur le sujet. Donc, dans notre syndicat, la FSU SNUIPP, on a donc ces fils conducteurs qui concernent la laïcité. Le premier est donc le respect et l'application de la loi de 1905, que tout à l'heure Nicolas Cadenne a pu développer, donc je ne vais pas m'ingénier à le faire. De nouveau, on a également une exigence pour que les fonds publics soient réservés à l'école publique. Et donc, on demande l'abrogation de toutes les lois de financement de l'école privée, sans dérogation. On a aussi une demande de fermeture de tous les établissements privés hors contrat, qui, eux, n'ont aucune application en lien avec la laïcité et même avec les programmes de l'éducation nationale. Et on a aussi on demande aussi l'organisation par l'éducationnel d'une heure hebdomadaire d'enseignement. Enfin, justement, ce que vient d'évoquer Catherine, on demande à ce que ce statut spécifique dans les départements où elle existe disparaisse. Cette heure hebdomadaire d'enseignement religieux dans les départements sous concordat ne doit plus exister. On en demande donc l'abrogation et je laisse la parole à Catherine pour la première partie. Oui, alors, notre propos de militants et de militantes de la FSU du IPP va recouper certainement à certains moments ce que vous avez pu entendre de la part de Nicolas Cadenne, parce que Nicolas Cadenne, il intervient souvent dans les stages qui sont les nôtres et nous prenons souvent appui sur des propositions et des communiqués de presse et des interventions de la Vigie de la laïcité, puisque leur principe à eux, c'est le respect du droit et c'est le nôtre aussi, c'est notre fil conducteur, le respect du droit que nous donne, dont le principe de laïcité nous donne la possibilité. Alors, une question essentielle pour nous qui sommes enseignantes et enseignants, c'est comment faire vivre la laïcité et lui donner du sens au quotidien.
Donc, l'association Enquête vous a fait quelques propositions. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour ce qui nous concerne, comment on a travaillé en classe, je voulais faire un petit retour sur la perception qu'ont les citoyens de la laïcité en France, mais comme vous êtes françaises et françaises, ça ne peut que vous toucher également. Parce que cette perception de la laïcité, le fait qu'on en ait fait un objet de formation institutionnelle largement développée, c'est parce que la perception de la laïcité, elle a évolué au cours des 20 dernières années, et pas forcément d'une manière dans le sens de la liberté de conscience qu'elle préconisait au départ. Alors, j'en veux pour preuve un sondage CSA qui est réitéré tous les 5 ans depuis 2005. Alors, tous les 5 ans à peu près. 2005, 2015, là, il y avait 10 ans d'écart, 2019 et 2020. Et ce sondage CSA, il pose toujours la même question. Et donc, les réponses à la question permettent de mesurer un petit peu la manière dont la laïcité est appréhendée désormais par les citoyens et citoyennes en France. Alors, une de ces questions posées par ce sondage, c'est pour vous, le principe de laïcité, c'est avant tout faire reculer l'influence des religions dans notre société. Donc, ça pose la question de la laïcité d'État qu'évoquait Nicolas Cadenne tout à l'heure. En 2005, il y a 9% de la population qui considère que oui, la laïcité, elle est là pour faire reculer les religions. 9%. Aujourd'hui, c'est 26%. 26% des citoyens et citoyennes françaises perçoivent la laïcité finalement comme une interdiction des croyances religieuses, notamment dans l'espace public, mais pas que. Donc, c'est une idée fausse que celle qui est, la question qui est posée là développe une idée fausse, et on voit qu'on est passé de 9% de crédit à cette idée fausse à 26%. D'où la nécessité pour nous aussi de nous emparer de la question et de savoir ce qu'on fait à l'école et comment on va la travailler. Donc, ah oui, le même sondage posait une deuxième question qui était, pour vous, le principe de laïcité, c'est avant tout mettre les religions sur un pied d'égalité. Est-ce que toutes les religions sont égales quand on vit dans un État comme le nôtre avec le principe de laïcité inscrit dans la Constitution? Alors, en 2005, il y a 33% des sondés qui sont d'accord avec ça. Les religions sont traitées sur pied d'égalité. En 2020, il n'y en a plus que 1 sur 5. Il n'y a plus que 20% des personnes qui considèrent que les religions sont traitées sur pied d'égalité. Là aussi, les débats enflammés, les débats médiatico-politiques ou politico-médiatiques, selon le sens dans lequel on le prend, jouent un rôle non négligeable dans notre perception aussi personnelle de ce qu'est la laïcité et de ce qu'on peut en faire en classe et dans les écoles. Donc, il y a un glissement qui s'est opéré, d'où c'est donc important pour toutes et tous d'avoir les idées claires sur le sujet. Et je trouve que l'exposé de Nicolas Cadenne a bien contribué quand même à se faire une idée de ce que c'est ou de ce que ça devrait être. Bon, un des sujets qui ont enflammé les débats, c'est le sujet du voile des femmes musulmanes. Le voile, au fil du temps, il est devenu le symbole d'une intégration ratée. En gros, c'est ça qu'on nous présente dans les médias en France. On suppose que les musulmanes qui portent un voile sont soumises à l'ordre patriarcal et que donc elles sont opposées, et puis leur famille aussi, opposées à l'égalité femmes-hommes. Alors, ça pose un problème, en tout cas, c'est un raccourci de la pensée. C'est un raccourci de la pensée qui a fait que dans la charte de la laïcité qui est affichée dans toutes les écoles, il y a un article qui parle de l'égalité
femmes-hommes, de l'égalité filles-garçons. Or, jamais la question de l'égalité filles-garçons ou de l'égalité femmes-hommes n'a été traitée dans la laïcité. On a donc là une interprétation au plus haut sommet de l'État, hein, puisque la charte de la laïcité, c'est quand même le ministère qui l'a envoyée dans les écoles, hein. Une interprétation qui dérive d'une association d'idées un petit peu hasardeuse, voire même très hasardeuse, hein, selon laquelle une femme qui porte un voile est forcément une femme soumise. Une femme soumise n'est donc pas sur pied d'égalité avec les hommes, donc il faut la protéger. Et puisqu'il faut la protéger, eh bien, on va leur enlever leur voile pour les libérer. Donc, les pauvres femmes ne sont pas capables de s'émanciper toutes seules. On va donner un petit coup de main. Et Nicolas Cadenne l'a évoqué tout à l'heure, petit clin d'œil à l'histoire, en 1905, il y avait de nombreuses voix qui s'élevaient aussi pour interdire les soutanes et les cornettes dans l'espace public. Alors, Aristide Briand, qui était donc ministre à l'époque et qui apportait la liberté de conscience et la liberté de manifester dans l'espace public, Aristide Briand disait à l'époque que la soutane des prêtres, c'est un habit comme un autre, car une tenue vestimentaire ne porte pas atteinte à la liberté de conscience. Ça ne peut pas être un objet prosélyte en lui-même. Voilà. On est en 2024 et aujourd'hui, le voile est considéré comme un objet prosélyte en lui-même. Le chemin qu'on a parcouru depuis 1905 est quand même à interroger. Et puis, en fait, il faut rappeler que les victimes du racisme anti-musulman en France sont à 80% des femmes, puisque ce sont elles qui sont visibles, ce sont elles qui sont le plus visées. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, le privé, l'école privée fait recette. Là, avec l'affaire Stanislas, on a eu quelques chiffres sur les financements. Alors, pour nous, pour la FSU, SNUIPP, la plus grave entorse à la loi de 1905 et au principe de laïcité, c'est bien le financement par un État laïque d'écoles privées qui sont quand même à 97% confessionnelles, catholiques. Alors, juste quelques chiffres, hein, voilà. On estime à 14 milliards le budget alloué aux établissements privés donc catholiques, aux établissements privés sous contrat en France. On l'estime à 14 milliards aujourd'hui, alors que ça ne concerne que 17% des élèves. Voilà, donc pour la FSU SNUIPP, puisqu'on intervient en tant que militante et militant, il y a là une très grosse entorse à corriger. Et c'est Julien qui va reprendre la parole. En remettant le micro, c'est mieux. Donc, par rapport à tout ça, donc pour faire vivre la laïcité dans les établissements, on a un discours justement dans les médias souvent qui laisse croire que les enseignants baissaient les bras, que nous, femmes et hommes du terrain, prouvons chaque jour que nous essayons de construire au quotidien les savoirs nécessaires qui permettront à nos élèves de devenir les citoyens libres et responsables de demain. Donc voilà, on est bien conscient de ça, qu'il y a une demande de formation de la plupart des collègues, que pour certains collègues, on nous dit que c'est compliqué, mais on sait aussi que vous êtes aussi toutes et tous attachés à... et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour récupérer aussi des billes pour la suite. Donc, le rôle des enseignantes est multiple. Donc, en premier lieu, il s'agit déjà d'accueillir les élèves et leurs paroles pour ce qu'elle est. Puisque dans
Dans les classes, dans les écoles, les élèves sont éduqués aussi par leur famille. Les familles donc relèvent d'une grande diversité culturelle. J'imagine que justement dans vos établissements à l'étranger, vous êtes encore plus confrontés à une diversité culturelle très variée. Et donc chaque famille fait des choix de vie qui leur sont propres, avec des pratiques religieuses ou non. Et donc les élèves peuvent interroger le discours de l'école à l'aune de ce qui est transmis dans leur famille, à la maison. L'inverse peut être vrai aussi. Donc les élèves questionnent et comme, ça a déjà pu être, exposé plus tôt, que ce soit par, Nicolas Cadenne ou par, Orla, heu, parfois ça nous ça nous provoque, ça nous pousse un peu dans nos retranchements et des fois les élèves aussi refusent de participer à une activité. Et donc à ce moment-là, on doit s'interroger sur s'il s'agit réellement d'atteinte à la laïcité. Des biais cognitifs qui peuvent nous amener à signaler ces comportements, à réagir face à ces comportements et la caractérisation justement de telles situations, il faut penser déjà dans un premier temps à s'en saisir et à dialoguer avec des équipes. Ensuite, dialoguer aussi avec les familles. Donc penser à ne pas rester seul sur ce type de sujet. Je vais, je pas m'étendre sur les signalements, même si le ministère invite depuis quelques années à très rapidement signaler. Alors bon, à savoir que justement, on dialogue avec eux, les signalements, les faits établissements demandés, servent surtout à alimenter leurs statistiques, pas nécessairement toujours à avoir une prise en charge, hein, réelle et adéquate. On voit bien d'ailleurs, la situation actuelle et les débordements, le manque de réaction de ce cher ministère. Donc voilà, donc déjà, on parle régulièrement de suspicion de prosélytisme. Ça, ce sont donc les textes pour les signalements. Là, voilà, on voulait vous faire un petit focus dessus parce que finalement, soit un fait est avéré, soit il n'y a pas de fait avéré. L'idée de signaler pour une suspicion, ça nous paraît quand même déjà, rien que dans l'intitulé, c'est un peu bancal quand même. Donc voilà, prêtez attention à ça et, souvent aussi le discours du gouvernement, enfin du ministère plus précisément, incorpore finalement la laïcité parmi les valeurs de la République, puisque les valeurs de la République sont vous le savez déjà, mais voilà, c'est un des axes depuis quelques années qui est cher au ministère. Voilà. Donc là-dessus, sur l'idée des signalements, on prône, on va dire, une certaine vigilance, une distance vis-à-vis de ça, et donc le dialogue en premier lieu avec l'élève, avec l'équipe, avec la famille. Un autre élément qui a été déjà abordé, c'est le fait que le principe de laïcité nous oblige à rester neutres, nous, adultes, puisque nous sommes détenteurs d'autorité. Nous n'avons pas le droit de dire ce que nous pensons des croyances ou des religions, et essayer d'imposer une conviction ne permet pas de penser de toute façon par soi-même. Ce n'est pas ce qui est attendu de nous. Notre rôle consiste plutôt à éveiller leur esprit critique et non pas à leur imposer un catéchisme laïque. Donc, quand un élève nous questionne ou met en doute notre enseignement au nom de sa religion, il ne nous est pas permis de dire qu'il a tort. Nous devons lui expliquer que nous entendons ces remarques, qu'elles relèvent de croyances religieuses et que nous, maîtres et maîtresses, nous sommes là pour transmettre ce qu'enseigne la science. Et la science n'est pas une croyance, ce sont des faits prouvés. Et à l'école, on doit donc comprendre et apprendre ce que dit la science. Donc se référer à ça, vraiment amener cet élément-là, comme ça a déjà pu être dit un peu plus tôt. Donc on parle d'éduquer nos élèves au questionnement. Or là, tout à l'heure, parlait justement d'une pédagogie du questionnement pour les amener à se construire leur propre libre arbitre.
les amener à réfléchir, à s'interroger. De leur donner l'occasion de construire peu à peu des connaissances suffisantes qui leur permettent d'assumer leurs choix et pas de les subir ou de simplement les répéter et éventuellement d'en changer sans rejeter les autres. Bien entendu, tout ça c'est compliqué puisqu'il y a aussi entre justement l'enseignement prodigué à la maison et celui à l'école, il peut y avoir un conflit de loyauté qui est à éviter à tout prix, puisque ce serait la pire situation si on veut réellement les amener au final à s'interroger. On doit essayer de les convaincre à s'interroger. Donc on doit être attentif et attentive à ne pas justement, critiquer ouvertement et à ne pas humilier. Alors ça bien sûr, c'est facile de le dire ainsi, hein, c'est toujours, l'art délicat du pédagogue, justement qui intervient dans ces moments-là. D'autant plus que certaines familles et donc par extension les élèves, issus de ces familles-là qui peuvent vivre certains enseignements comme visant à les détruire justement puisqu'il y a en tentant de convaincre que, via certaines connaissances qui peuvent les bousculer, du coup, peuvent résonner chez certains comme, une en tout cas dans un premier temps, comme une atteinte, à leur personne et leur dignité. Bien sûr, on doit aussi rappeler que l'école, par sa dimension collective, contraint toutes et tous à accepter les règles de vie en société. C'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure dans les questions-réponses avec Nicolas Cadenne, par exemple, il y avait le cas du ramadan qui a été évoqué où justement, voilà, la règle collective prévaut et après si jamais il y a de toute façon des convictions qui restent, ce n'est pas à l'école elle-même de les porter, de l'appliquer à toutes et tous, mais plutôt à celui qui, malgré tout, décide de rester sur ses positions, sur ses convictions, de s'adapter. Donc tout ceci pour dire que aussi la classe doit être un lieu de débat où on peut tout dire, y compris des bêtises, parce que c'est comme ça qu'on apprend et que donc oui, nous avons en face de nous des enfants, des élèves qui apprennent. Et comme ça, nous toucherons du doigt la liberté de penser que permet la laïcité. C'est donc réellement une manière concrète de la faire vivre. Donc tout à l'heure, vous avez eu une présentation de l'arbre à défis. Il y en a d'autres façons d'aborder justement ces questions. Il y a tout d'abord le débat à visée philosophique. Alors là, j'ai retenu 3 questions qui pourraient, être particulièrement intéressantes. Y a-t-il des religions plus vraies que d'autres? Ou encore, que penser de ceux qui ont une autre religion que la mienne, de ceux qui n'en ont pas? Et enfin, peut-on refuser une activité en classe en disant: «Ma religion me l'interdit»? Donc toutes ces questions qui font émerger dans la classe parmi les élèves des points de vue différents, permettent à chacun et chacune de pousser sa propre réflexion sur le sujet, tout en respectant les camarades qui les ont formulées. Un peu plus tard, à partir du cycle 2, on peut également confronter des récits de création, les contes des origines ou des contes étiologiques. Il y en a une multitude de toutes les régions du monde et donc on verra en étudiant ces différentes façons d'aborder la création du monde que, cette diversité montre bien que pour le moment, finalement, il n'y a pas de on peut croire en différentes, solutions et en tous ces récits et contes, justement, peuvent être confrontés au savoir scientifique. On va prendre, pour exemple, le volcanisme avec des explications enfin, ces savoirs scientifiques s'appuient sur des expériences qui sont validées et donc, en opposition, on verra bien, on pourra leur faire constater que la croyance se contente de ce qu'elle voit ou croit voir et interprète. Donc voilà, il n'y a pas de
validation expérimentale. Autre solution, autre possibilité, la lecture de textes mythologiques grecs, romaines, avec justement des possibilités dans chaque région du monde. Donc là, justement, vous avez l'embarras du choix, déjà de s'appuyer sur la région du monde où vous êtes et de la confronter à d'autres régions pour montrer que voilà, les cosmogonies peuvent être très variées. Bien évidemment, on a les albums et romans de jeunesse qui offrent une palette très large de production sur tous ces éléments et on vous invite à s'en servir. Et enfin, en histoire, là, il y a la confrontation justement par rapport à certains faits. L'exemple qui pourrait être donné, c'est d'utiliser des images de la Grande Peste et des remèdes de l'époque. Voilà, où on voit bien finalement qu'il y a une différence entre ce qui a pu être cru pendant longtemps et notamment toutes ces pour montrer aux élèves qui peuvent peut-être prendre conscience que c'était les prières qui étaient préconisées et que finalement ça n'a pas réglé réellement le problème. Donc encore une fois, le rappel, c'est bien de privilégier toujours le dialogue avec les enfants, les collègues et les familles. Pour tout ça, bien sûr, il faut être formé, puisqu'il y a des amalgames qui sont créés, des raccourcis qui brouillent les pistes entre les attentes institutionnelles, les réalités de terrain, donc justement cette différence qui peut exister face aux familles, aux élèves. Et donc, on a besoin d'être formé. Sauf qu'en 2021, le ministre Blanquer a annoncé vouloir former tous les personnels des services publics, non pas à enseigner et faire vivre le principe de laïcité, mais à appréhender les phénomènes de contestation des savoirs et d'atteinte à la laïcité et aux valeurs de la République. Donc là, on n'apporte pas forcément de quoi outiller les collègues à répondre et à faire vivre la laïcité, mais plutôt donc à signaler au final pour faire court. Ces formations, bien sûr, sur les territoires, elles peuvent être très bonnes ou on va dire moins bonnes. Je ne sais pas comment ça se passe avec l'AEFE. J'ai entendu parler d'1 ou 2 heures offerte par l'AEFE, mais voilà, je ne suis pas en capacité de vous dire si c'est dans les bonnes ou moins. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est qu'on a vraiment besoin d'être outillés sur plusieurs domaines. Et donc, nous, on milite et on porte cette idée-là auprès du ministère qu'on a besoin d'être réellement formés à apprendre à reconnaître préjugés et stéréotypes pour pouvoir les déconstruire. On doit avoir une solide formation aussi en histoire des sciences pour contrer la pensée magique et religieuse. La Terre n'est pas plate. Aussi, et là ça rejoint justement des questionnements qui étaient précédents sur l'histoire du fait religieux. On a réellement besoin de formation sur l'histoire du fait religieux afin de faire la différence entre des faits prouvés et des dogmes religieux. Oui, un homme juif nommé Jésus a existé. Non, il n'est pas né le 24 décembre de l'an 0. De manière générale, l'acquisition de connaissances qui nous permettent d'opposer systématiquement donc savoir et croire. Enfin, aussi une réelle formation solide pour apprendre à communiquer avec les familles qui, finalement, elles sont inquiètes que l'école sème le doute dans l'esprit de leur enfant en étant capable à chaque fois d'accueillir les opinions tout en étant ferme sur les contenus d'enseignement. Et je laisse la parole à Catherine pour quelques exemples en classe. Quelques situations de classe, vous en avez évoqué vous-même tout à l'heure l'une ou l'autre. La nourriture halal, on a ça bien sûr aussi en France. Les bonbons à la gélatine de porc,
Et on a un enfant dans la classe qui interdit immédiatement à tous les musulmans d'y toucher parce que les musulmans ne mangent pas ça. Moi, dans une de mes écoles, j'ai eu aussi une maman qui est venue demander à ce qu'on déplace le goûter qu'on avait intitulé de Pâques. On est en Alsace, hein, donc en Alsace, on prend moins de précautions avec les termes qu'on utilise. Donc, c'était le goûter de Pâques à la veille des vacances. Elle est venue demander à ce qu'on le déplace parce que c'était pendant le carême et que quand même, c'était déplacé. Et puis, il y a toutes les questions d'enfants quand on a fait une séance en classe dont on est plus ou moins satisfaite ou satisfait. Et puis, voilà, vous venez de conclure, par exemple, tout un tas de séances sur la préhistoire. Et puis là, il y a quelqu'un qui lève le doigt et qui dit mais alors, où est-ce qu'on met Adam et Ève sur la frise chronologique? Et là, on vit un grand moment de solitude. Hein, je ne vous fais pas de dessin. Autre moment de solitude aussi, que j'ai vécu il y a pas très longtemps, là. Explication en classe sur polythéisme, monothéisme, ce que ça signifie, qu'il y a des croyances qui ont plusieurs dieux, etc. Une gamine revient le lendemain, je suis des CM2, hein, une gamine revient le lendemain et elle me dit ah, vous nous avez menti, hein. Vous nous avez menti. Vous avez dit qu'il y a des gens qui croient en plusieurs dieux. Ben, c'est pas possible. Parce que mon père, il a dit il n'y a qu'un seul Dieu. Et là aussi, c'est un moment de solitude. Et enfin, moi, je n'ai pas été en capacité immédiatement de prendre cette formulation en charge. Parce que d'abord, on estime quand on est enseignant, enseignante, qu'on a préparé sa séance, que tout s'est à peu près bien passé et tout, on est relativement content de soi. Et là, on se prend dans la figure, en fait, une incompréhension totale, une interprétation totale de ce qui a été dit en classe et il faut reprendre. Autre chose, on est au Moyen-Âge. Cette fois, elle parlait tout à l'heure du baptême, ce que ça signifie le baptême. Alors, Moyen-Âge, baptême de Clovis, le sacre, enfin, on enchaîne dans l'histoire. Hein. Et puis, juste devant moi, j'ai une gamine qui me dit enfin, c'est incroyable, vous nous parlez toujours des chrétiens, c'est parce que vous n'aimez pas les musulmans. Alors là, c'est pareil, on s'arrête et on se dit qu'il va falloir faire quelque chose, il va falloir déconstruire. Donc, les exemples proposés tout à l'heure par l'association Enquête, alors je trouve qu'il y avait des choses à piocher dedans, après c'est à vous de voir. Il n'en reste pas moins que quand on est confronté comme ça à une situation, quand on n'est pas très bien outillé sur l'histoire du fait religieux, et c'est quand même majoritairement le cas parce que notre formation initiale et continue est très lacunaire, on a le droit aussi de dire « Ah ben écoute, non, c'est pas ce que j'ai dit » ou alors « Tu as mal compris » et on se laisse le temps après de réfléchir à la maison et de creuser un peu le sujet. Éventuellement aussi collectivement, hein, dans l'établissement, dans l'école, c'est aussi intéressant de partager les outils qu'on peut avoir. Voilà. Donc, aussi bien Nicolas Cadenne que vous ou que l'association Enquête en a parlé tout à l'heure. Quand on essaye de faire saisir, toucher du doigt la différence entre savoir et croyance, savoir et croire, science et croyance, on peut très bien aussi s'entendre dire ah mais moi je sais, hein. Moi je sais parce que je suis musulman, alors c'est écrit dans le Coran. Là aussi, déconstruire, prendre le temps de la déconstruction, ça demande un outillage sérieux. Et puis, on peut avoir aussi ce qui a fait un petit peu, comment dire, les choux gras de Blanquer à une époque et qui continue peut-être, c'est ce qu'il a considéré comme étant des contestations d'enseignement, mais aussi
contestation des minutes de silence. Moi, j'ai un élève qui est arrivé, c'était après les attentats terroristes contre le Bataclan. Il y a une minute de silence organisée dans tous les établissements. Il arrive le matin et il me dit je ne ferai pas la minute de silence. Je ne ferai pas la minute de silence parce que ma mère m'a dit on n'a pas à s'excuser. Et là, du coup, je me suis rendu compte que ni la mère, finalement, ni l'enfant ne savaient ce que c'était qu'une minute de silence. Et donc, si on prend... Ce que je voulais dire avec ça, avec ces exemples, c'est qu'on doit toujours prendre le temps de comprendre ce que les enfants sont en train de nous dire. On a en face de nous des enfants, on n'a pas des contestataires nés. Ils les amènent à l'école, en fait, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont pêché à gauche, à droite, ce qu'ils en ont compris. Voilà, donc si dans un premier temps, ces questionnements, ces remarques, ces réflexions, ça nous laisse un petit peu désemparés, eh ben, on a la possibilité de se prendre le temps et d'y revenir un petit peu plus tard. Comme le faisait remarquer Nicolas Cadenne et puis aussi l'association Enquête, si on accueille la parole d'un enfant en disant « oui, mais ça c'est la religion, ça n'a rien à faire à l'école hein », eh ben, on se coupe du dialogue. En fait, le dialogue, à partir de là, ne sera plus possible. Les enfants ne viendront plus s'interroger, nous interroger et dialoguer avec les autres. Bon, j'avais fait un petit topo sur la différence entre croire et savoir. Elle m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. C'est ça quand on passe, c'est ça quand on passe à la fin. Donc, voilà, nous, ce qu'on peut dire, c'est que tu es libre de croire en Dieu, en un Dieu ou en plusieurs dieux, quel que soit son nom, quel qu'il soit. Je te dirai jamais que tu n'as pas le droit de croire. Je te dirai jamais non plus que tes croyances sont fausses. Mais il va falloir que tu entendes aussi ce que tes camarades peuvent te dire de leurs propres croyances ou de leurs non-croyances, qui existent aussi. À l'école, on enseigne donc la science, ce qu'on peut vérifier, ce qui est éprouvé. Et si les enfants, alors dans le premier degré, c'est rare. Dans le second degré, au lycée, on peut être confronté à ces situations-là. Mais on est tout à fait en capacité, en tant qu'enseignant, de dire à un enfant, écoute, tu ne veux pas croire ce que la science là, nous enseigne, eh bien, tu as le droit. Mais tu es à l'école, et à l'école, tu dois apprendre. Quelles expériences ont mené à ces conclusions-là? Tu dois les apprendre. Après, tu seras libre de croire ce que tu veux ou pas. Mais la science nous a enseigné ceci, c'est ce que l'enseigne l'école te transmet. Puisque, alors, évidemment, on l'a vu à plusieurs reprises, science et croyance, ça ne se situe pas sur le même niveau. Et souvent, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aussi aux parents, aux familles qui viennent poser des questions, qui viennent parfois réclamer. C'est à nous de leur expliquer aussi qu'ils sont tout à fait libres de croire ce qu'ils veulent. Mais qu'à l'école, c'est la science qui s'enseigne et que la science, elle n'est pas contestable par nous, les enseignants. Les scientifiques, eux, peuvent remettre à certains moments en question les hypothèses qu'ils ont formulées, les conclusions auxquelles ils sont arrivés avec d'autres expériences. Mais la croyance et la science ne sont pas sur le même niveau. Et donc, il n'y a pas de danger à envoyer ses enfants à l'école. On n'essaiera pas de leur tordre la croyance dans un autre sens. Et donc, enseigner le fait religieux, c'est pas une mince affaire, puisque là, c'est pareil. Notre formation initiale et continue en histoire. Et quand on parle d'enseigner le fait religieux, c'est bien une formation en histoire, une formation solide dont on a besoin. Le problème, c'est qu'elle n'est pas là. Et que donc, c'est à chacune ou chacun
de chercher dans son coin, d'apprendre, de s'approprier les savoirs, d'où la nécessité qu'on porte, nous, à la FSU, SNUIPP, de travailler ensemble, d'un collectif de travail où on peut mutualiser, en tout cas, ces recherches, ces documents, et aussi les questionnements qu'on peut avoir, les questionnements des enfants, mais aussi les siens propres, comment est-ce que je peux aborder ça, etc. Voilà, l'information. Et si on ne peut pas répondre à chose, se donner le temps de différer. Voilà. Julien faisait allusion tout à l'heure à la peste. Alors ça, c'est une expérience, c'est une séance d'histoire que j'ai lue, décrite dans un ouvrage, où en cours d'histoire, justement, les documents qui étaient proposés pour traiter de la grande peste, c'était au collège, montraient un certain nombre de préconisations de l'époque. Alors, il y avait un certain nombre de prières adressées à tel et tel saint, etc. Et c'est les élèves eux-mêmes, je ne sais plus si c'était des 6e ou des 5e, c'est les élèves eux-mêmes qui ont dit, mais c'est complètement idiot, c'est ridicule. Combattre la peste, soigner la peste avec des prières. Donc, en fait, ce qui était valable à un moment donné par la prière, par la croyance, ou ce qui pouvait être accepté à un moment donné, peut être aussi transféré au bout du jour en pointant du doigt avec des documents historiques appropriés que la prière n'a rien apporté autrefois, mais qu'il y a peu de chances pour qu'elle apporte aussi quelque chose aujourd'hui. Voilà. Alors, pour conclure notre propos, voilà, on tenait à rappeler que nos élèves ne sont pas maîtres ni de leur culture ni de leur choix, puisque ce sont les parents qui vont choisir l'orientation religieuse, les croyances, et que leurs remarques dans le premier degré ne relèvent pas le plus souvent du prosélytisme, mais simplement de remarques d'enfants qui interrogent le monde. Et voilà, c'est comme tel qu'il faut le prendre. Alors, ça entre parfois en contradiction avec le discours qu'on nous impose. On nous demande de faire respecter dans nos établissements scolaires un principe, le principe de laïcité, sur lequel, publiquement, dans l'espace public, dans les médias, et jusque dans nos salles de maîtres et de maîtresses, nous, adultes, on est en difficulté parfois pour se tomber d'accord sereinement. Donc, il faut garder les pieds sur terre, il faut rester modeste. Et garder comme boussole ce que disait Nicolas Cadenne au début, le principe de laïcité, c'est un principe de liberté, liberté de conscience. Donc, liberté de croire, liberté religieuse, liberté de ne pas croire, liberté de changer de religion. Le principe de laïcité, c'est un principe de liberté. Et puis, on est modeste en général, les enseignants et les enseignantes, puis on sait bien que les élèves vont poursuivre leur cursus et que nous, on sème des petites graines au fil du temps. Donc, on va essayer dans nos classes de faire émerger la diversité des opinions. Et le débat à visée philosophique, c'est ça qui le permet. C'était ça qu'évoquait tout à l'heure aussi l'association Enquête, avec la petite fille dit, mais tu crois que dans toutes les familles, c'est comme ça? Alors, quand c'est les autres élèves au cours du débat qui font émerger que dans leur famille, c'est pas comme ça quand même tout à fait que ça se passe, c'est plus riche parce que les enfants s'écoutent davantage qu'ils ne nous écoutent nous. Voilà, Cadenne l'a rappelé, et puis de toute façon, ça fait partie de nos obligations totalement fermes. Nous devons rester notre neutralité religieuse, neutralité politique. On n'a pas à prendre parti, on n'a pas à dire à un enfant, moi, j'ai pas de Dieu, moi, j'ai pas de croyance. Même ça, on n'a pas le droit.
dans l'exercice de nos fonctions, on n'a pas le droit de le dire. Parce qu'on est des personnels d'autorité et que donc on pourrait ainsi faire pression sur l'intelligence des enfants, les mettre sous emprise. Voilà. Alors, ça ne va pas nous empêcher dans nos classes d'entendre des choses qui nous heurtent parfois, qui nous choquent, qui nous secouent. On rencontre des résistances tout le temps. On essuie même des échecs. Ben oui, c'est ça notre métier d'enseignant. En fait, on fait comme on peut au quotidien. En tout cas, à la FSU et à la FSU SNUIPP, nous, on refuse d'être assigné à un rôle de missionnaire du catéchisme laïque. C'est pas ça notre rôle. On est là pour éduquer au libre arbitre, pour essayer de construire, de permettre aux élèves de construire leur libre arbitre. Et puis, on refuse également d'être soupçonné de naïveté. On n'est pas naïf, ni naïve. Et on n'a aucune complaisance avec le terrorisme sous quelque forme qu'il soit. On a été souvent traité d'islamo-gauchiste et ça continue encore, ou alors woke et compagnie. Non, nous, on est des enseignantes et des enseignants, on a les pieds sur terre, on sait à quel public on a affaire et on sait quelle est notre mission. Voilà, on est convaincu que le savoir libère et on essaye au quotidien de faire toucher du doigt ce principe de liberté, le principe de laïcité, afin qu'il s'incarne parce qu'il est indispensable à la vie sociale, à notre vie sociale. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes ou si on laisse le temps. On peut laisser le temps, là, je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de chat non plus. Et une dernière chose, si vous avez des questions, si vous êtes en difficulté, bien sûr, la FSU SNUIPP est là et pourra vous donner un coup de main. Non, je ne vois rien dans le chat. Est-ce que parmi... Vous a assommé. Ah non, c'est Julien, ça. Oui, très bien. Il y a Julien qui, dans le chat, vient de vous donner le mail de DLI, du secteur DLI. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, mes camarades là vous enverront avec les liens la bibliographie et cytographie, enfin une bibliographie de cytographie qui recense un certain nombre d'ouvrages et de documents que vous pouvez utiliser en classe, notamment pour les contes étiologiques, mais aussi des albums pour enfants et quelques sites avec des petites vidéos, etc. C'est ce qu'on vous remettra tout à l'heure dans le mail avec l'attestation jointe, également les documents de la EFE, la charte de laïcité et également les liens d'Orla tout à l'heure de l'association Enquête, plus donc la cytographie dont vient vous parler Catherine. Je ne vois pas de questions, je ne vois pas de main levée. Moi, je peux faire une remarque. Oui, monsieur. Alors, je voulais faire une remarque en t'écoutant, et notamment quand tu évoquais la question de la peste, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec la crise Covid, en fait. Et avec éventuellement aussi certaines croyances qui étaient, alors je parle de croyances et non pas de science, notamment par rapport à ça. Donc il y a aussi, alors au risque de choquer certains, je l'assume, mais il y a aussi là un parallèle qui peut être fait. Hein. Bien. Bah, écoutez, moi, je vois pas de, je vois pas de main levée. Tout le monde a faim? C'est ça l'heure de manger pour tout le monde. Non, mais ils impliquent le conseil de la collègue. Ils vont prendre le temps de réfléchir et enverront un mail avec leurs questions.